Deux protagonistes qui ont souffert de leur singularité, mais qui, dans leurs échanges, vont s'encourager à mieux s'épanouir dans la société. C'est en quelque sorte le pitch d'une touche de bleu, un manga qui vient de paraître en 2021 aux éditions Glénat, série tout juste démarrée, mais qui m'a conquis à travers ce premier tome que j'avais envie de vous présenter. Bonjour les Sakura, c'est Morgane, on se retrouve pour une nouvelle chronique manga. Je vous rappelle que vous pouvez revoir mes précédentes chroniques via la playlist dédiée, accessible depuis le petit en haut à droite de cette vidéo et dans la barre de description. Une touche de bleu est donc une série nouvellement arrivée dans le catalogue intitulé Shoujo Manga de chez Glénat, mais ne vous y trompez pas, il s'agit bien d'une œuvre qui s'adresse à un très large public. D'ailleurs, au Japon, le manga Une touche de bleu paraît dans le magazine Gekkan Action, un magazine plutôt connu pour viser un public adulte, et par exemple des titres tels que Le mari de mon frère ou encore Kobayashi-san no Maid Dragon sont des titres qui sont parus dans ce magazine. C'est une œuvre en cours. À l'heure actuelle, au Japon, Une touche de bleu compte 3 tomes. Donc on est vraiment sur un titre qui en quelque sorte vient de démarrer et qui est vraiment touchant par à la fois son dessin et ce qu'il présente des personnages. Donc les deux protagonistes sont d'une part une lycéenne, Luriko, qui a la caractéristique d'avoir depuis la naissance une tache bleue au niveau d'un de ses yeux, et souvent elle masque cet élément-là en montrant par exemple son autre côté de visage lors de photos, ou alors en essayant de jouer avec le maquillage pour avoir tendance à faire disparaître justement cette tache bleutée. Dans le même temps, alors qu'elle rentre en première, il y a un nouveau prof qui arrive au sein du lycée, et ce prof-là se trouve écrire dans un carnet toutes les caractéristiques, on va dire, physiques sur les élèves qu'il a. En fait, plus que de caractéristiques physiques, il va s'agir de signes distinctifs. Donc par exemple, sur un des personnages, le prof en question écrit « coupe au bol, manche trop longue, vernis à ongles voyants, chaussettes à motifs ». Et Luriko, qui tombe sur ce carnet-là, est très surprise, d'autant plus que le prof n'a absolument rien écrit sur elle, et alors que d'évidence sa tache bleutée ne peut pas être masquée, elle ne comprend pas, elle a l'impression que le prof ressent une gêne vis-à-vis de cette singularité et n'assume pas les choses, et c'est le moment où les deux personnages vont commencer à se parler, on va dire véritablement de manière ouverte, puisque le prof est atteint d'une maladie qui s'appelle la prosopagnosie, qui est une maladie qui existe réellement. Elle caractérise des personnes qui ont en fait un trouble de la reconnaissance des visages, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à distinguer les formes spécifiques des différents visages et à reconnaître ensuite des personnes. Ils peuvent éventuellement reconnaître des expressions en se basant par exemple sur la position des sourcils sur le visage, mais c'est tout. Donc pour reconnaître ces élèves, pour reconnaître d'autres personnes, eh bien le prof Kanda, il a besoin d'avoir des repères. Et ces repères, ça va être des repères tels que les vêtements ou d'autres signes distinctifs, les ongles. Et dans le cas de Luriko, ce qu'il a vu, c'est une sorte d'aura bleue qui l'a marqué. Il voit une aura bleue dans une partie de son visage. Et alors que l'héroïne est plutôt tendance à justement se forcer à être forte et à toujours donner le change vis-à-vis des surprises, des effets de surprise, voire un peu du fait que les gens se détourneraient en fait de son visage quand ils voient justement cette tache. Eh bien lui, ce qu'il tente de faire, c'est de prendre la réalité telle qu'elle, c'est-à-dire il masque son handicap
Et on le voit d'ailleurs combien il peut être en difficulté quand un autre prof lui demande d'aller donner des copies à tel ou tel élève qu'il n'arrive pas à distinguer dans la foule parce que tous les élèves ont par exemple le même costume, ou alors à d'autres personnages qu'il n'a pas encore identifiés. Et bien là, voilà, on a les deux protagonistes qui vont se parler cœur à cœur de la manière dont ils gèrent leur propre, du coup, comme je le disais, singularité d'une part. D'un côté, Luliko avec cette tâche dont elle n'arrive pas véritablement à faire en sorte de l'assumer, ou en tout cas d'assumer la manière dont les autres réagissent vis-à-vis d'elle, et ce prof qui lui aussi masque le fait de ne pas arriver à reconnaître les visages. On est dans une histoire qui est aussi touchante par les choses qu'elle montre. Par exemple, Luliko va aller dans le 3e chapitre à ce qui est appelé une école alternative. C'est là où des enfants qui, pour différentes raisons, ont été déscolarisés parce qu'ils ne se retrouvaient plus dans le système éducatif tel quel. Et bien, Luliko a eu besoin en fait de passer par cette école-là dans sa trajectoire. Il est dit qu'elle y a passé du coup à peu près une année, à cheval entre les années de 4e et 3e. Et c'est un environnement clairement bienveillant où tout est fait pour respecter l'autre, respecter les intentions des uns et des autres et faire en sorte d'épauler des élèves qui sont momentanément sortis du circuit éducatif classique, mais qui, à l'image de deux personnages dans cette histoire, mais en fait pas seulement deux personnages, plus que ça, peuvent plus tard rejoindre de nouveau le circuit classique scolaire. Donc on a des choses vraiment touchantes qui se dessinent à la fois dans cet échange qu'il y a entre l'héroïne Luliko et puis le professeur Kanda, avec chacun leurs caractéristiques. C'est un peu comme si leur spécificité les amenait l'un et l'autre à parler sans phare, à parler véritablement honnêtement, sincèrement, de la manière dont l'un et l'autre vivent cette spécificité qui les caractérise, et on sent qu'il est en train de se nouer entre eux une relation qui va pouvoir permettre de les faire avancer peut-être vers une nouvelle étape d'acceptation d'eux-mêmes et d'acceptation de leur manière dont ils abordent les relations avec autrui de belle manière. Donc, si j'ai apprécié ce titre, Une touche de bleu, c'est tout autant par la délicatesse avec laquelle chacun des thèmes est abordé que véritablement le fait que le thème de cette intrigue change de beaucoup de types de mangas qu'on peut avoir. Là, ici, en quelque sorte, par exemple, le professeur Kanda doit vivre avec le handicap de ne pas reconnaître les visages. C'est aussi ce thème-là qui traverse du coup l'intrigue, et c'est quelque chose qui est présenté toujours de manière positive, dans le sens où Luliko et aussi Monsieur Kanda sont des protagonistes qui sont plutôt battants, plutôt allés de l'avant. On sent en eux, on sent que ce qu'ils ont traversé était difficile, mais ils sont là et ils sont fermes sur leurs assises et à même d'avancer dans la vie. Et du coup, il y a beaucoup de possibles qui se présentent dans ce titre, et j'ai hâte de découvrir les tomes suivants, de voir comment chacun de ces personnages-là est arrivé là où il en est déjà au début de l'intrigue, mais aussi combien les interactions sociales qui vont se dégager au fil des volumes vont leur permettre d'évoluer. En tout cas, c'est un titre très réussi au niveau du graphisme de Nozomi Suzuki. J'ai trouvé beaucoup de délicatesse dans les dessins. J'ai vraiment été transporté dans cet univers aux côtés de ces personnages
dont je me suis très rapidement attaché. Et donc pour moi, c'est vraiment une très belle découverte pour cette année 2021. Comme je le disais en introduction, 3 tomes parus actuellement au Japon, une prépublication qui se poursuit dans le magazine Gekkan Action. Et donc pour moi, très clairement, une des œuvres pleines de sensibilité à suivre au cours de cette année dans sa parution française chez Glénat. J'espère que cette chronique manga vous a plu et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!